Bienvenue à tous. Nous allons commencer la prochaine séance sous peu. Donc, quelques informations sur la possibilité de soumettre des questions et avoir accès à la fonction en français. Vous voyez ça dans le chat. Nous accueillons notre premier intervenant, Lawrence Cutler. Il est un défenseur de la nature, un écrivain de plein air, un diffuseur, un blog et un cinéaste dont le travail est récompensé par de nombreux prix. Avec depuis l'âge de 8 ans, le travail de Lawrence se concentre sur la documentation des incroyables ressources naturelles du Canada pour la visualisation et la narration. Accueillons Lawrence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Lawrence Gunter. Je m'appelle lui, il, comme pronom. Je suis un type de 6 pieds 3, 180 livres. J'ai des cheveux argentés et une barbe. J'ai un chien guide, moitié labrador et golden retriever. Et j'ai commencé la charité Bluefish Canada qui porte sur l'avenir des poissons, l'eau douce et la possibilité de rejoindre la nature par la pêche. J'adore la pêche. Comme une personne aveugle, c'est une question de sentiment lorsque le poisson prend le crochet. Nous faisons des vidéos, nous faisons des documentaires, longs métrages, des courts métrages. Nous spécialisons dans l'éducation des personnes et beaucoup de personnes aiment être éduquées par les médias sociaux aujourd'hui. Nous faisons ça surtout pour la charité, mais nous travaillons également directement avec les gens. Rien ne vaut une expérience autant que d'être réellement dans le plein air. Et ce que nous faisons, c'est une initiative, c'est le bateau de pêche pour aveugles. Nous avons lancé cette initiative il y a 16 ans. C'est un bateau de pêche électrique, naturel, où tout est accessible et il y a le GPS avec voix, vous avez des sensors, etc. C'est presque automatique. On n'a pas besoin de conducteur. Prochaine acétate. On va parler des activités de plein air pour des personnes aveugles sur les pistes et sur l'eau. Ça, c'est vraiment gros. Pour toute personne qui visite un parc, pensez-y. Qu'est-ce qu'il y a une chose qui rend les personnes anxieuses et qu'est-ce qui vous passionne également lorsque vous quittez votre véhicule, vous vous trouvez dans un parc pour la première fois? C'est qu'on voit le sentier. Est-ce qu'on se demande est-ce qu'on va se perdre? Est-ce que c'est long? Est-ce qu'on va aller voir cette rivière? Est-ce qu'on va sur le lac? La question est d'être là dans le plein air et revenir. Et c'est ça, les visites de parc, mais je peux le faire. Comment faire avec si on est une personne qui a une déficience visuelle? Qu'est-ce que nous devons faire? Où devons-nous rendre et comment revenir? Alors voilà une photo de moi avec mon chien guide sur leur glace. Maintenant, la prochaine diapo. J'ai commencé à perdre la vision à l'âge de 8 ans lorsque j'étais inscrit comme étant aveugle. J'avais perdu ma vision centrale. Je voyais moins. De moins en moins, j'avais encore une vision périphérique. J'ai beaucoup appris. J'étais dans une école régulière pour une personne qui est juridiquement aveugle, mais qui n'a pas de vision centrale. J'ai appris beaucoup ce qu'il en est du côté social lorsque on est une personne atteinte d'une invalidité. C'était mes 9 premières années aux universités. Lorsque j'étais dans la vingtaine au début, que ma vision périphérique a commencé à se perdre. Et j'ai perdu ma vision fonctionnelle parce que jusque-là, je pouvais faire beaucoup de choses en regardant et en élargissant, magnifiant. Mais lorsque j'étais dans la vingtaine, j'ai dû apprendre à faire des choses sans voir, de vivre la vie comme une personne aveugle. J'ai appris le braille, j'ai donc commencé à avoir un chien guide et j'ai appris des trucs qui m'ont permis de bien aller de l'avant. Et lorsque j'étais dans la fin de la quarantaine, c'est arrivé au point et je n'avais plus de vision le jour, la nuit. Je ne peux pas voir un coucher de soleil. Et toute cette perte de vision m'a amené à une autre période de ma vie. Il y avait des questions de santé mentale. J'ai connu donc toutes sortes de difficultés tout au long de ma vie, toutes sortes de différents paliers de vision, de perte de vision. Et cela m'a permis d'élaborer des compétences que j'essaie de partager avec le grand public parce que la visualisation du monde souterrain de l'eau. Et maintenant, on regarde la prochaine acétate. Mes expériences de plein air ont commencé quand j'étais petit. Mon père avait 200 acres, une petite ferme où on avait une maison d'été, il y avait un étang, il y avait 110 acres de forêt que nous avons replantés, 80 acres des érables et on avait 10 000 également acres de terre de la couronne.
Et sur 200 acres, je les connaissais, je connaissais cet étang, je le voyais pendant toute ma vie. Et grâce à ça, je me suis joint au scout, j'ai fait du canot et j'ai eu beaucoup d'aventures plus tard avec beaucoup de canots. On a fait des choses extraordinaires, des courses de canot. On s'est rendu de Toronto à l'île du Prince-Édouard en 1977 pour le grand festival des scouts. J'ai fait de la voile aveugle, du kayak, également de la planche. J'adore faire de la motoneige. J'adore faire la randonnée, mais surtout, j'adore être sur l'eau, que ce soit dans un kayak, dans un canot, sur un bateau de pêche. Et également, je suis parrainée par quelques entreprises de plein air et de pêche. Dans mes activités de pêche, je faisais beaucoup de pêche auparavant, de tournois. Je n'en fais plus tellement aujourd'hui. Mais surtout, j'aimerais vous parler de ma vie. Et je me suis concentrée dans la vie pour permettre aux gens de comprendre que nous avons une responsabilité de leadership, que nous avons également la responsabilité d'être les gardiens de la nature et de rejoindre la nature. Diapo suivante. La 5. Pensons à l'accommodement pour des personnes vivant avec un handicap, surtout des personnes avec une déficience visuelle, aveugles ou malvoyants. Il y a certaines façons qu'on peut le faire de façon naturelle. Si vous avez de la vision limitée ou rien, vous allez passer en avant du canot. C'est pas vous qui allez voir les roches, mais c'est vous le moteur. Et si vous voyez un petit peu, juste assez pour diriger le bateau et vous longer donc la rive, vous allez être peut-être la personne en avant qui va regarder s'il y a des obstacles. Donc mener ou suivre. Si vous voyez un petit peu, vous allez guider la personne non-voyante et si c'est le contraire, vous allez suivre quelqu'un d'autre. C'est une façon naturelle de procéder. Et ensuite, comment s'aider, comment utiliser les cordes ou les bâtons pour guider la personne côte à côte. Il existe toutes sortes de possibilités, des techniques pour aller sur un sentier en accompagnant une personne malvoyante ou avec un guide. Si vous êtes sur un voilier, il y a également donc des courses sur des voiliers. Il y a différents niveaux de malvoyants et ça dépend de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. La personne aveugle va donc diriger le bateau et on va sentir les vagues. Et l'autre personne va tirer sur les cordes qui permettent de tirer le grand voile, les petits. Il y a toutes sortes de techniques qui existent pour naviguer. Et c'est très accessible. Également, faire du portage, j'adore ça. Et la méthode traditionnelle, c'est que quelqu'un porte le canot et l'autre personne porte l'équipement. Mais si vous êtes la personne aveugle, vous avez un canot que vous portez sur la tête, ça peut être difficile, il peut y avoir des obstacles. Donc, c'est deux personnes qui portent le canot et vous portez en même temps l'équipement. Donc, vous avez un canot, deux personnes, vous mettez la personne aveugle en arrière, la personne qui voit en avant et vous suivez le canot, on ne peut pas se perdre. Également, pour ce qui est travaillé avec des cordes, vous faites de l'escalade et c'est une bonne façon d'être attaché par corde. Il est facile de monter n'importe quoi comme personne aveugle. Revenir, si vous êtes sur les mains et les pieds, c'est facile, mais disons, vous descendez, c'est beaucoup plus difficile. Lorsqu'on monte sur une montagne, on sent tout de suite avec les pieds, avec les mains, avec votre bâton, jusqu'où là où vous devez poser les pieds. Mais lorsque vous descendez, c'est pas facile parce qu'il faut vraiment trouver, on ne sait pas si c'est 2 pieds ou 20 mètres. C'est là où ça devient plus technique. Il y a beaucoup plus de directives, mais c'est tout à fait possible. Également, il est important d'avoir les chiens guides qui sont super importants. Mais si vous pouvez aller dans le plein air, donc c'est mieux d'avoir moins de chiens, mais également narratif descriptif. Votre guide peut tout vous dire, vous tenir la main, vous accorder, vous attacher par une corde, également avoir des bâtons. C'est un excellent substitut avec votre guide, chien ou sang. Vous avez un bâton blanc, vous avez des pôles, donc des bâtons de randonnée qui sont extraordinaires. Et également, les vélos de montagne. Il n'y en a pas beaucoup pour des raisons techniques, mais sur un bon sentier raisonnable, on peut très bien y aller sur un tandem. Diapo suivante. On va parler un petit peu les différents appareils qu'on utilise sur les sentiers, sur l'eau. Les chiens guides, c'est ce que j'adore. C'est mon préféré. J'utilise un guide chien depuis 37 ans. Pas toujours le même, évidemment, d'autres chiens.
Mais lorsque vous avez un guide chien, vous n'êtes pas toujours obligé de le tenir par la laisse. Ça veut dire qu'il est à côté de vous. Si vous passez à la queue leu, il faut lâcher ça parce que sinon vous allez toujours être penché. Il faut s'habituer à travailler avec le chien, avec un bâton et une laisse. Le chien ne peut pas juste vous guider avec la laisse, mais on ne peut pas donc les blâmer s'il y a un obstacle. Donc, il faut avoir les deux, un pôle, un bâton et le chien. Je fais ça pour le ski, pour la raquette, dans toutes les saisons, lorsque je suis dans le plein air avec mon chien. Évidemment, les bénévoles, on peut inviter un bénévole, quelqu'un qui est dévoué, qui adore ça, peut-être les adeptes de ski. Il y a toutes sortes d'organisations pour les personnes aveugles, les organisations de randonnée. Vous êtes un guide, vous arrivez le matin, vous passez la journée ensemble et à la fin de la journée, vous venez de vous lier d'amitié avec une nouvelle personne. Également, évidemment, on veut pouvoir voir, on veut donc avoir les lunettes. Il y a toutes sortes de choses qui existent pour les personnes. Donc, également, des lumières, si vous êtes dans une zone très occupée, vous faites du toboggan, etc. C'est très bien d'avoir sur vous des vêtements très voyants. Pour qu'on puisse vous identifier, des compas également avec voix existe. D'ailleurs, il y en a qui se trouvent sur les cellulaires. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont des compas avec voix. Et comme le GPS à voix, il existe beaucoup de versions sur vos appareils. Mais il n'y en a pas qui sont seulement ça. Il y en a seulement quelques-uns qui sont conçus justement pour être des GPS pour les personnes aveugles. L'intelligence artificielle, également reconnaissance des obstacles, ça s'en vient et je crois que ça va nous ouvrir quelques opportunités formidables, évidemment. Et également les guides à distance en temps réel, c'est-à-dire vous pouvez interagir avec une personne qui regarde par votre caméra et qui vous parle par les écouteurs et vous indique ce qui s'en vient. Ça existe pour des personnes pour qu'elles puissent naviguer dans les villes, dans les petites villes, dans les édifices, également sur les sentiers des parcs. Il suffit d'avoir une connectivité cellulaire. Diapo suivante. Ensuite, accessible par le design. C'est ici qu'on rehausse l'accessibilité. Donc, il y a le besoin d'avoir des appareils accessibles et on n'a plus besoin de guides non plus. Des choses telles que les sentiers tactiles. Vous avez un sentier qui est séparé, donc du contexte, il y a du gravier, il y a du pavé, vous pouvez tout simplement descendre ce sentier, vous pouvez faire marche arrière et continuer, mais vous n'allez pas quitter le sentier, vous n'allez donc pas vous perdre. Évidemment, des barres à appui avec des cordes. Vous pouvez les suivre avec votre main également, donc ces barres d'appui. Et les cordes ne sont pas là pour vous maintenir debout, mais ça peut vous aider si c'est une technique d'un guide qui voit. Il faut bien comprendre, ça vous permet de naviguer. Mais disons, si c'est une randonnée de 3000, peut-être ces cordes ou ces barres d'appui ne sont pas très faisables. Et également des sentiers qui sont lisses, c'est très bien pour les personnes à fauteuil roulant et pour toutes les personnes aveugles également avoir de la signalisation en grandes lettres. C'est très bien en braille, évidemment, il faut pouvoir trouver. Vous ne voyez pas où sont ces affiches, peu importe s'il y a des grandes lettres ou non, s'il y a du braille, il faut pouvoir les trouver, les approcher pour pouvoir les lire. C'est ça la difficulté. C'est un petit peu un cercle vicieux. Et également des tournées avec narratif, auditif. Et il y a des parcs qui vous donnent de plus en plus des écouteurs avec à voix, c'est des données déclenchées par GPS. Vous indiquez les numéros et ça vous dit ce que vous êtes en train de regarder. Cela vous donne l'histoire, le contexte, cela vous comprend la construction de ce que vous voyez, etc. Et ça peut vraiment être intéressant. Ça peut être un narrateur auprès des personnes avec lesquelles vous êtes. Et également, les bouées et les signes auditifs, c'est à batterie, on utilise Bluetooth ou parfois IFRD, des façons qui vous permettent de communiquer sans fil avec votre appareil. Sans fil, cela envoie des informations à votre appareil. Vous n'êtes pas obligé de télécharger quoi que ce soit. Soudainement, votre cellulaire vous explique ce qui vous entoure. Également, ces points de repère GPS, on va en parler un peu plus. Mais je crois que le GPS est un outil beaucoup plus intéressant lorsqu'on se trouve sur les sentiers dans l'eau par rapport à un compas. Si vous avez un compas, vous dirigez peut-être dans le nord, nord-ouest,
90 degrés et vous mettez votre cellulaire dans ce sens, mais cela ne explique pas si vous êtes écarté un petit peu parce que le pôle nord magnétique est très loin et ne va pas vous indiquer si vous écartez du chemin. Cependant, ces points de repère en utilisant le GPS ne sont pas alignés comme un compas. Il s'agit de petits points et on navigue d'un point à l'autre tout simplement. Il y a également des inconvénients parce que on passe en ligne directe parce que littéralement, vous passez d'un point GPS à l'autre. Cependant, c'est seulement une précision de sur 10 mètres. Disons, si vous êtes à 10 mètres à gauche du point de repère ou à droite, ce qui est souvent le cas, le point de repère vous indique que vous êtes arrivé lorsque vous êtes encore à 10 mètres de la destination. Donc, la précision de ces points de repère de GPS n'est pas extraordinaire. Maintenant, les itinéraires préenregistrés GPS, la plupart des appareils nous permettent de les partager. Vous pouvez obtenir cette information, vous télécharger ces points de repère et pour un sentier donné, ça peut vraiment vous aider. C'est un domaine où il y a des possibilités d'avancement. Nous pourrons améliorer l'accessibilité des parcs grâce à ça. Maintenant, nous sommes à la diapo 8, atténuation des risques. Lorsque vous travaillez avec des bénévoles, avec le grand public, avec des personnes aveugles ou à visibilité réduite, qui va assumer la responsabilité en cas d'incident? Si une personne aveugle, dont par exemple se heurte à une personne qui voit, si le guide donc permet à une personne de tomber d'un précipice, si quelqu'un se blesse. Donc, il y a les renonciations de responsabilité, le consentement, la reconnaissance présentent beaucoup de défis. Je crois que ces questions juridiques doivent encore être élaborées parce qu'on veut éviter que ces choses-là deviennent des obstacles. Également, faire du ski, donc sur des montagnes sans piste. Je sais que dans le Canada à l'Ouest, il y avait donc un guide qui amenait les gens aveugles pour faire ce ski sauvage. On arrive, si vous l'avez jamais fait, on arrive en haut de la montagne, il n'y a pas de piste du tout, c'est juste la neige et il y a des précipices. Mais à la dernière partie, il y a des arbres, il n'y a pas de sentier, vous ne voulez certainement pas donc tomber sur un grand arbre, il n'y a pas à côté de la précipice, il n'y a pas de neige. Ça peut être 20 mètres, évidemment. Également, il y a le kayak, en eau vive, la randonnée et tout ce qui comporte des risques. Si vous voulez le faire, soyez prêt à assumer le risque. Néanmoins, s'il y a la promesse d'un accommodement, etc., et ça ne fonctionne pas parce que c'est pas bien, parce que ça ne fonctionne pas comme c'était prévu, il y a des possibilités de responsabilité civile qui entrent en jeu. Donc, l'acétate 9. Alors, je tiens à vous remercier. Alors, j'ai peut-être devancé un petit peu le temps qui m'est alloué, mais juste pour résumer, je crois que de se diriger sur l'eau, sur les pistes, sur les rivières, en partie représente une partie si importante de l'expérience des parcs. Faire de la randonnée, faire du canot, du kayak et faire de la voile, être sur des bateaux, c'est ce que nous faisons lorsqu'on se rend à des parcs. C'est vraiment ce que nous faisons. C'est ce qui permet aux gens de s'emballer dans le plein air. Ils ont l'impression qu'ils vivent réellement. Et cependant, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été étudié. On a beaucoup parlé des sentiers qui sont accessibles aux fauteuils roulants. C'est formidable, mais c'est sur quoi il faut passer plus de temps. C'est comment rendre ces pistes, ces sentiers plus accessibles à des personnes qui sont ont une déficience visuelle légère et il y a de plus en plus de personnes qui vivent avec un handicap, surtout lorsque la population vieillit. C'est utile pour tous. Et d'ailleurs, si nous créons un système pour des personnes malvoyantes ou aveugles, vous pouvez vous assurer que tout le monde va en tirer profit. Tout le monde voudra avoir accès à ces appareils GPS, également des routes téléchargeables avec des points de repère, des informations qui vous indiquent où vous trouvez. Peut-être ça pourrait être interactif. Disons, si vous devez corriger votre itinéraire sur le sentier, il y aura également l'intelligence artificielle qui entrera en jeu, y compris la reconnaissance d'objets. Et ça va être extraordinaire. J'en suis sûre que c'est des bonnes nouvelles. Je suis Lawrence. Veuillez visiter mon site, lawrencecotley.com. Visitez ma charité, bluefishcanada.ca. Nous
nous avons un podcast qui s'appelle le programme radio. Nous avons également un podcast pour les personnes malvoyantes qui s'appelle Lawrence Gunter. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de s'orienter sur l'eau ou de la pêche, visitez notre blindfishingboat.com. Avons-nous le temps de prendre des questions? Merci beaucoup, Lawrence. Malheureusement, on n'a plus de temps. Cependant, on va recueillir toutes les questions et on pourra vous les envoyer. Si vous pouvez, s'il vous plaît, y répondre, ça sera extraordinaire. Merci beaucoup et je m'excuse d'avoir dépassé le temps qui m'est alloué. Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est une époque passionnante dans laquelle nous vivons. Il y aura beaucoup plus de changements, surtout sur les sentiers. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup.